Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review, et aujourd'hui on ne s'attaque pas à une vidéo de la WWE, mais bel et bien à un show vidéo de la AEW. Donc voilà, au moins ça vous en laisse un coin, et que le show qui s'est déroulé le 7 septembre s'intitule All Out 2004. Et qui s'est aussi déroulé à Chicago, soit dans l'Illinois ou Rosemont. De toute façon, c'est à peu près la même ville. Mais ça s'est déroulé à Chicago, la ville préférée et enfant chéri de Phil Brooks. Donc Phil Brooks qui est CM Punk, bien sûr. Auquel le show... Alors, est-ce qu'il était bien ou non? Ça, je vous laisse faire votre propre avis. Mais il y a des choses à dire, hein. Et peut-être que je vais essayer d'être courtois le plus possible, même si je ne vous le promets pas, mais essayons. Tout ce que je sais, on va s'attaquer au pré-show, donc le countdown 0 heure, auquel le match auquel j'ai vu, enfin, d'habitude c'est pas trop mon truc, regarder les 0 heures, mais là j'ai dû le faire pour le fun. Pour le premier match du 0 heure, c'est un match par équipe, tout ce qu'il y a de plus basique. The Acclaimed, donc Max Caster, Anthony Bowens, accompagné par The Daddies, Billy Gunn, contre The Iron Savage, donc équipe composée de Bronson et de Boulder, accompagné par Jacked Jameson, auquel on dirait un peu la Alpha Academia version pauvre, version clochard, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus, et auquel ces gars-là, je ne m'investis pas du tout en eux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Victoire Acclaim qui remporte le match. Voilà, ça va directement dans cette direction-là parce que je prête vraiment pas du tout d'importance au match-là. Si ce n'est que voilà, Victoire Acclaim, je passe à la suite au numéro 2 du pré-show. Dans le pré-show, bien sûr, encore, on est toujours dans le pré-show, mais il y a le match numéro 2. Avec The Natural Dusty Rhodes, qui fait équipe avec Sammy Guevara, et Hologram contre The Premier Athletes, donc les premières athlètes, Tony Nese, Ari ou Aria Davari, et Josh Woods, accompagné par Smart Mark Sterling. Que dire de plus si je vous dis que c'était un match un peu de spotfest entre Hologram, Sammy Guevara, Tony Nese et Josh Woods, et un peu d'Ivari. Vu comment c'est tout ce que je peux en dire de plus. Et qu'à la fin on attendait le Crossroads de Dusty Rhodes, qui utilise la prise de son petit demi-frère. Et que je crois que c'est Guevara qui fait son Sammy Cutter, je pense. Et que ça permet à Dusty Rhodes de remporter le match haut la main. Donc victoire de Dusty Rhodes, Sammy Guevara et Hologram, auquel je ne comprends pas l'intérêt autour de Hologram, malheureusement. Mais bon, de toute façon, je passe à la suite. Le match numéro 3. Encore un match, mais cette fois-ci encore un 3 contre 3. The Bullet Club Gold, Bang Bang Gang, avec les Guns Club Brothers, Austin Gunn et Colton Gunn, et Juice Robinson contre The Dark Order. Mon Dieu, pourquoi est-ce que vous ramenez tout le temps The Dark Order alors qu'ils sont vraiment pas intéressants? C'est quoi l'engouement, Tony? Explique-nous, même si tu vas pas nous expliquer, tu vas tourner autour du pot. Mais bon. Le Dark Order, Evil Uno, Alex Reynolds et John Silver. Victoire de Bang Bang Gang. Voilà, je n'ai pas d'autre à dire, c'était victoire de Bang Bang Gang, et auquel je me suis vraiment pas investi dans ce match. De toute façon, les deux autres, enfin, on peut dire les trois autres, je me suis pas investi. Et le quatrième du pré-show aussi va y passer, vu comment je m'étais pas investi. Pourtant, j'aime bien la plupart des lutteurs qui sont dedans. Ouais, parce que dans le pré-show, je sais que The Acclaim, ils me font un peu rigoler à des moments précis, malgré le côté un peu malaisant. Dusty Rhodes, une légende auquel je respecte tellement. Sammy Guevara,
Il m'avait impressionné au début, mais maintenant je trouve que c'est un petit con. Et le Bang Bang Gang. J'étais pas fan des Gun Club au tout début, mais je trouve qu'ils essaient de trouver leur petit truc, même si c'est assez compliqué à expliquer dans leur sujet. Juice Robinson, bah, je trouve qu'il est bon quand il s'agit de faire des promos, mais auquel il fait les trois quarts des moves peut laisser un peu à désirer. Mais sinon, voilà, rien d'autre à dire sur Juice Robinson. Et le dernier match du pré-show, The Undisputed Kingdom, Roderick Strong, Matt Tavern et Mike Bennett, auquel j'adore Strong, un petit peu Matt Tavern et un petit peu Matt Bennett, je vais pas vous le mentir, même si je trouve que Undisputed Kingdom tourne en rond et c'est plus intéressant, ça se noie dans la masse des oubliés, clairement, carrément. Contre The Shane Taylor Promotion, donc Shane Taylor, Lee Moriarty et The Beast Mortos, qui est dans l'équipe, je ne sais pas pourquoi. Contre The Top Flight, Dante Martin et Darius Martin avec Action Andretti, qui s'était accompagné par Leila Gray, je pense. Leila Gray. Bref. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise que c'est victoire de Undisputed Kingdom. Sans trop me prendre la tête, c'est victoire d'Undisputed Kingdom qui remporte le match. Et que voilà comment se clôture le match du pré-show, auquel j'ai pas trop donné d'importance malheureusement. Pourtant, j'ai dit j'adorais la plupart des gars, mais je trouve que ça en fait beaucoup trop et je m'investis pas beaucoup en eux, malheureusement. Donc maintenant la carte principale de All Out. En match simple entre Maxwell Jacob Friedman MJF contre Daniel Garcia, auquel alors l'histoire bien sûr résume, et je pense que je l'avais déjà dit pendant la rivalité Ospreay MJF, c'est parce que MJF avait décidé de trahir Daniel Garcia en faisant croire que c'était son ami, mais en vérité ce n'était pas son ami, c'était un vulgaire fourbe et auquel il avait agressé sauvagement en le mettant en sang et en le brisant le cou, entre guillemets, je dis bien entre les guillemets, et que lors de All-In, j'avais dit que MJF avait utilisé sa bague, mais en vérité c'était un coup de poing américain auquel il l'avait à sa disposition, même si elle était emballée dans du ruban adhésif. Auquel j'aurais dû dire ça, mais sauf que j'ai dit l'inverse. Et auquel Garcia a décidé de venir pour lui mettre des bâtons dans les roues et de faire perdre le match, le titre américain, pour laisser vie au titre international. Et maintenant, c'est un peu l'heure de la revanche pour Daniel Garcia, auquel ça va pas être des masses à faire face à MJF. Le match était long, je me rappelle, le match était long. Trop beaucoup de choses à expliquer, si ce n'est que MJF veut affaiblir à tout prix Daniel Garcia, notamment en attaquant la partie auquel c'est le petit point faible de Daniel Garcia, ce qui veut dire le coup qui a été meurtri pendant plus des semaines, et auquel, certes, MJF c'est un spécialiste du shoot verbal en promo, même si on l'apprécie ou non, on peut l'admettre qu'il avait un tout petit peu dépassé les limites quand il franchit les limites entre la réalité et la fiction, surtout quand ça inclut les parents d'un autre catcheur. Parce que quand on parle des parents d'un tel ou un tel, on voit tout rouge et on peut quasiment péter les plombs à tout vaille et de perdre le contrôle de soi-même. C'est ce qui a failli Daniel Garcia, mais heureusement qu'il a été un tout petit peu concentré, même si on peut dire, j'aimais pas comment il faisait la danse du pénis, quoi, la danse des bites. Mais quand il peut faire sur un connard pareil sur MJF, là j'ai rien d'autre à dire, je suis d'accord, auquel il peut effectuer, vu comment ça fait réagir les fans, limite rigoler. Tant que ça a de l'importance et que c'est pas à répétition, le reste peut passer. Pourtant, malgré les bonnes actions de Daniel Garcia, il se fait quand même avoir par l'intelligence et la vivacité d'esprit de MJF,
qui trouve un moyen de l'énerver mais aussi de le surprendre. Je crois qu'il effectue un petit paquet et qu'il remporte le match face à MJF. Face à MJF. Face à Daniel Garcia, excusez-moi. Donc, victoire de MJF qui bat Daniel Garcia. À la fin du match, eh bien, ils sont serrés la main, forcément, levé les bras vers la foule, et que du MJF a voulu faire du MJF en essayant d'attaquer par surprise Daniel Garcia, mais cette fois-ci, c'est Daniel Garcia qui lui met un penalty dans les boules, donc il a marqué un but directement dans l'entrejambe de MJF. Il décide de l'attaquer, de le mettre en sang, vu comment MJF l'avait mis en sang Daniel Garcia dans le show, et que c'est pour ça qu'il avait un espèce de bandage au niveau du front. Enfin, un immense, hein, parce que j'ai jamais vu un gros bandage aussi gros et risible sur la tête. Hein. Mais après, je pense pas qu'il a fait saigner MJF. Hein. Je sais qu'il voulait attaquer à la partie la plus douloureuse de MJF, vu comment MJF, lui aussi, son point faible, c'est le coup. Et que il décide aussi de s'attaquer à la partie dangereuse. Je crois qu'il effectue, ou alors il avait effectué en plein match. Mais sinon, c'est tout dit. Hein. J'ai pas envie de trop raconter n'importe quoi. Mais c'est tout ce que je peux en dire. C'est tout ce que je sais. Et pourtant, victoire d'MGF. Même si Daniel Garcia s'est un tout petit peu comporté comme un mauvais perdant. Un peu comme un heel, même si je pense qu'un face n'est pas censé faire ça. Où est la logique dans tout ça? Ben, j'imagine dans mon trou de balle. J'imagine bien. Mais bon. Cette fois-ci, match par équipe pour les titres du monde par équipe de la EW. The EVPs, les Young Bucks, Mathieu, Nicolas Jackson, contre The Blackpool Combat Club. Donc, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta. Auquel, je vais pas vous mentir, même si je n'aime pas les Young Bucks, quand ils peuvent faire les choses correctement, je peux dire oui, allez, ça peut passer, même si je trouve que ces gars-là, ce sont des glandus. Des vrais glandus, des têtes de nœuds, des zigotos, des losers, si vous voulez que je peux dire. Mais quand ils peuvent faire un tout petit peu bien les choses, là, je n'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que quand il faut trop d'étonnes, quand il faut trop de cabrioles, quand ils font tout ci, tout ça, ben, ça nous sort complètement du match. Je vais pas vous mentir. Il y a des petits moments, je me dis, ça me sortait du match quand je les vois, eux, faire les clowns à tout vaille, même si ça fait réagir la foule. Mais à force, on se dit, ouais, bah, putain de merde, encore eux, encore ces bandes de connards qui se prétendent être des stars, alors qu'en vérité, ils sont connus de personne. Ils sont rien, ils sont à la ramasse. Mais c'est tout ce que je peux en dire. Pourtant, le Blackpool Combat Club avait peut-être la victoire gagnée. Pas assurément, mais ils avaient l'avantage, vu comment ils avaient quasiment dominé sur les Bucks, même si les Bucks revenaient en force et qu'ils se font calmer par la suite. Ils avaient quasiment le match, mais malheureusement, il a fallu d'une distraction, je pense, et d'un roll-up de la part de Matunik de effectuer sur Utah ou alors Claudio. Mais c'est ainsi de suite, c'est les Young Bucks qui remportent le match et qui conservent les titres. Donc ce n'est pas la soirée du malheur pour les Young Bucks, alors que pourtant tous les chances étaient contre eux. Que ce soit pour Jack Perry, que ce soit pour Okada, tous les chances étaient contre eux et pas avec eux. Mais là, forcément, la chance était de leur côté. Donc tout ce que je peux en dire, victoire des Young Bucks. Ok, super, merci. Cassez-vous maintenant. Gratuitement en plus. Donc maintenant, match pour le titre international. MJF l'avait baptisé américain, mais vu comment Will Ospreay a remporté chez lui à All In le titre, eh ben il a baptisé, enfin, retrouvé l'identité habituelle, le titre international, et pas baptisé, donc je m'en excuse. Mais cette fois-ci, il affronte The Bastard, donc le bâtard, Pac. Est-ce qu'on peut dire que ce match-là
Est-ce qu'on peut le pré-shot? On peut dire que est-ce que Dave Metzler pourrait le mettre un 5 étoiles? Je le vois des kilomètres, hein. Quand Davey avait mis un 5 étoiles à Osprey MJF, j'avais quasiment raison, mais j'avais pas pré-shot pour 5 étoiles entre Danielson et Swerve. Ça, je l'avais pas pré-shot, mais quand je vois ce match-là et quand je vois la construction autour du match, même s'il n'y a pas d'histoire à raconter, excusez-moi parce que j'avais un crayon dans les mains, même s'il n'y avait pas trop d'histoire à raconter et que ça racontait rien à part des spots sur spots, je sens qu'il est capable de le mettre à 5 étoiles. C'est sûr et certain. Je pourrais parier que ce serait vrai. Et si ce n'est pas le cas, j'ai eu tort. Un peu comme la rivalité Punk et McIntyre, j'avais tort. Mais en même temps, je voulais durer le suspense. Je voulais faire genre que ça s'arrêtait là. Un peu mensonge de ma part, mais je voulais quand ça se terminait. Mais dans ce match-là, qu'est-ce que je peux en dire de plus si ce n'est que c'est sûr, ça va être un 5 étoiles d'office. Dans le match, j'avais rien d'autre à raconter parce que certes, ça commençait avec des échanges de contacts, qui va prendre le dessus entre le bâtard et l'assassin aérien. Et attention, quand je dis bâtard, je suis pas en train d'insulter Pac, hein. C'est juste lui qui se fait appeler comme ça. Un peu, un peu comme on dirait dans Game of Thrones, si vous voulez mon avis. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. Clairement pas grand-chose. Des cabrioles de les deux. Après que Pac, bien sûr, lui fait des cabrioles, mais pas aussi abusé que Osprey, parce que Osprey, lui, c'est plutôt pour faire ambiancer la foule, enfin, pour que la foule soit dans le match et que on vibre à chacun de ses mouvements, faits et gestes. Un peu dangereux de sa part quand il atterrit sous la tête, parce que lui aussi, il a une partie du corps qui est endolorie, le bras, la tête, les jambes, bref, pour moi, il est en train de se buter pour rien. Certes, il se bute à la tâche, mais il se fait quand même un peu de mal pour des gens qui sont pas conscients de la santé humaine. C'est ça ce qu'on peut reprocher à Osprey. Pourtant, c'était un bon match, hein. Un bon match, même si j'aurais pas mis 5 étoiles si j'étais Dave Metzler. Mais bon. Pac a tenté à plusieurs reprises son Neutralizer, son Black Arrow et d'autres reprises auxquelles il pourrait avoir le suspense. Osprey, lui, il a tenté son Tiger Driver 91. Je pense que ça veut dire 91 ou 91. Donc le Tiger Driver 91 auquel on atterrit sous la tête, auquel c'est pas Jojo. Le Hidden Blade qui permet de décapiter la tête également. Le Stormbreaker, le Oscutter. Bref, tout ça n'a pas eu d'effet sur Pac. Et que pourtant, je pense que Pac, il va quand même s'incliner devant Osprey grâce à un Styles Clash et d'un Hidden Blade de la part de Will Ospreay. Donc Will Ospreay, il conserve le titre et que c'est toujours lui le champion international. Voilà comment ça se termine. Quasiment. Ensuite, le match numéro 8, même si je ne cite pas toujours les chiffres, mais je dis quand même. Combat de rue féminin entre Chris Statlanders qui est accompagné par l'inutile Stockley Hathaway contre Willow Nightingale. Alors, dans ce combat de rue, si certains adorent la violence féminin ou pas du tout, ce sera peut-être pas pour vous, mais si vous aimez ce genre de contenu, ce sera peut-être fait pour vous. Après, est-ce que ça exploite la violence féminin dans le monde du catch? Il y en a qui verraient ça d'un mauvais œil, mais j'ai pas d'avis sur ça. Je pourrais m'égarer et de dire n'importe quoi à ce sujet, auquel je préfère pas de dire. Je veux clairement pas avoir des nombres de personnes qui me diraient ouais, tu dis ça parce que t'es misogyne, ouais, tu dis ça parce que t'as pas conscience de la réalité humaine, t'as pas conscience de la féminité qui est dans ce monde. Je voudrais pas dire n'importe quoi, clairement pas dire n'importe quoi, si ce n'est que
On sait que c'est deux femmes qui se haient, qui se détestent, suite à une trahison de Statlander sur Willow, et auquel ben, maintenant ils ne pensent qu'une chose, les deux, ça se battre jusqu'à la mort, dans un combat de rue de Chicago, tout simplement. Donc il y a eu des objets, il y a eu des tas de trucs auxquels c'est assez basique à citer, même si c'est pas surprenant. Stockley Hathaway qui fait du mieux que son peut, du mieux qu'il peut pour builder sa entre guillemets catcheuse, sa Wonder Woman de Leader Price de Nice. Non, je rigole. Hein. Je suis un peu méchant, mais non, j'en rigole un petit peu. Hein. Si ce n'est qu'il essaie de la builder comme il peut, et surtout de la faire remonter contre Willow, alors que Willow, malgré le cardio qu'elle n'a pas adéquatement, elle fait du mieux qu'elle peut pour se battre, que uniquement pour se battre, et un peu pour survivre dans le match. Et à un moment, ils vont sortir les punaises, ils vont sortir les barbelés, je pense. Je crois que c'est Krista Thunders qui va saigner en premier. Et quand il y avait des punaises, eh ben, elle a voulu tenter son coup de pied en ciseau, mais elle atterrit en grand écart sur les punaises. Donc, bien sûr, quand on s'assoit sur les punaises en faisant un grand écart, eh ben, ça pique. Forcément, ça pique. J'ai pas besoin de faire de jeu de mots là-dessus. Donc, elle a mal ben, au niveau des fesses, des cuisses, et auquel on sent passer. Et après, encore des multiples spots. Spot sur spot sur spot, jusqu'à ce que Statlanders, malgré la douleur qu'elle avait subie dans les punaises, et que malgré la douleur que lui inflige Willow Nightingale, ben, c'est elle qui va prendre la main dans le match jusqu'au climax. Hein. Vu comment elle va utiliser l'une de ses prises de prédilection, et surtout utiliser la chaîne où il y a normalement un genre de collet de chien, donc quasiment un dog collars match. C'est comme si on avait switché d'une stipulation à un autre, mais ce n'est pas du tout le cas. Vu comment il décide d'être lié à Willow Nightingale pour frapper avec la chaîne et surtout pour l'étrangler, pour la faire soumettre. Et du coup, ben, excusez-moi, c'était mon crayon. Et du coup, c'est Willow Nightingale qui abandonne suite à la pression de la douleur et peut-être à échapper de la mort, de la part de Chris Statlanders. Vu comment, encore un peu, Statlanders faillit la tuer. Même si c'est pas pour de vrai, mais au moins, elle a su se sauver tant bien que mal, même si elle perd le match. Donc pour ça, bien sûr, c'est Chris Statlanders qui remporte le match. Voilà, j'ai failli dire une connerie, mais c'est Chris Statlanders. Wally Walou voilà. Ensuite, un match à 4 de championnat pour le titre continental de la WWE et pas intercontinental, j'ai dit continental, pas inter. Ce titre qui ne sert à rien, hein. Exactement comme le titre de Hook. D'ailleurs, c'est un peu vrai, certes, pour Hook, le titre, ça a une saveur familiale pour lui. Mais pour ma part, ce titre, il est rarement défendu de temps en temps. Ça sert à rien, c'est nul, c'est à chier. Enfin, peut-être à l'époque, dans les années 90, c'était peut-être une valeur sûre de moyen de divertir la foule, comme un genre d'attraction spéciale. Mais quand c'est Hook qui est champion et qu'il n'y a pas de suspense là-dessus, et que la plupart des gens ont un petit peu du mal à l'encadrer, notamment à le prendre crédible, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais là, pour le titre continental, bah, c'est un titre qui a été créé comme si c'était un Kinder Surprise. Hein. Je peux, je peux m'éloigner du contexte, mais pour moi, je le verrais comme ça. Hein. Même si Eddie Kingston a déjà été champion continental, ou encore que c'est Okada qui est champion, bah pour moi, Okada, il n'y a pas de prestige autour du titre. C'est des titres secondaires auxquels il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien qui, qui est mieux booké, quoi. C'est un peu comme les titres par équipe aussi, féminins de la WWE. Même si j'avais un tout petit peu critiqué le match, oui, encore le micro enfin encore le crayon qui a tapé sous le micro, je m'en excuse, ça c'est quand je gesticule un petit peu le crayon n'importe comment, auquel ça fait du bruit, excusez-moi.
même si je disais les gens ne savent pas booker un titre, que ce soit le titre par équipe WWE féminin, bah c'est que les gens le pensent. C'est pas qu'on est méchant envers les femmes, c'est juste que le booking est prévisible ou alors le booking est pourrable. C'est tout ce que je peux en dire. Et ben là, pour le match là, c'est dur à dire. C'est- je sais pas comment vous le décrire si ce n'est que ce match sert à quoi au final? À faire remporter à Okada alors qu'il n'y a pas de victoire importante? Oh, dire que je le regrette à l'époque où il était à la New Japan, hein, parce qu'à la New Japan c'était une top star et maintenant c'est un Gugus. Qu'est-ce que vous voulez un Gugus? Certes, divertissement, enfin divertissant, mais qu'il a perdu tout son intérêt, hein, et c'est pas comme ça qu'il va se faire mieux apprécier, hein, ou mieux connaître, hein. Parce qu'il y en a qui voient ça comme injuste, hein, dans son cas à lui. Vu comment c'était lui la top star du Japon, et que une top star du Japon se fait un peu un peu humilier dans le booking, même s'il en a rien à faire. Pour nous en tant que fans de catch, on voit ça à des kilomètres, on n'est pas aveugle. Bah, ça nous fait un petit peu mal au cœur ou un petit peu mal au cul. Et quant aux participants, bien sûr, il y avait Mark Briscoe, champion du monde Ring of Honor, Orange Cassidy et Konosuke Takeshita. Je trouve que Takeshita, il a peut-être du potentiel pour devenir champion si s'ils veulent bien prendre le risque. Parce que j'ai l'impression que même Takeshita n'est pas utilisé non plus à sa juste valeur, hein. Pourtant, Mark Briscoe et Orange Cassidy, il y a moyen, mais je suis plus partant pour Mark Briscoe que pour Orange Cassidy, hein, parce que je trouve que Orange Cassidy, il a peut-être un look à part, mais je m'investis pas en lui. Je m'investis pas en lui, malheureusement. Je trouve qu'il fait beaucoup de merde, hein. C'est ça le problème avec lui. Il fait beaucoup de la merde. Alors que Marc Briscoe, ben, c'est du Marc Briscoe, tête brûlée jusqu'au bout des ongles, et fou comme il se doit. Et Takashita, ben, sûrement une valeur sûre auquel il faut peut-être compter s'ils veulent prendre le risque, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le faire. Dans ce match-là, rien d'autre à dire, c'est spot sur spot, rien de raconter, mais c'est Okada qui fait un Rainmaker, je crois que c'est sur Orange Cassidy ou alors sur Marc Briscoe, mais c'est lui qui remporte le match. Donc victoire de Okada, rien d'autre à dire, peut-être une rivalité entre lui et Takeshita, si il veut bien, si c'est possible. Mais voilà. Ensuite. Match féminin pour le titre TBS. Ouais, je sens que ça va être dur, hein. Ça va être dur pour moi. Et que Camille, la garde du corps de Mercedes Monet, est bannie des abords du ring, mais auquel Mercedes Monet défend son titre contre Hikaru Shida. Hmm. Je pense que ça prend pas avec Mercedes, hein. Ça prend vraiment pas, hein. Certains la considèrent même un peu comme la Hulk Hogan féminin. Et du coup, j'étais là en mode ah bon, la Hulk Hogan féminin, parce qu'elle a un contrôle créatif sur son personnage, elle a un contrôle au niveau de son booking. Donc ouais, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Il y en a qui la caricaturent comme ça, mais après c'est dur de pas être objectif, hein. Parce qu'on essaie d'être objectif au plus possible. Est-ce que je trouve ça objectif? Forcément, c'est très discutable, hein. Je n'ai pas de réponse à ce sujet, si ce n'est que, certes, elle est peste, c'est une garce, elle fait genre que c'est un draw alors que ça n'en est pas une. Ça, c'est une vérité. Et au niveau in-ring, je trouve qu'elle a perdu toute chose auquel on s'attendait de elle, qu'elle soit excellente, un peu comme elle était à la WWE. Mais là, tout ça s'efface, hein. Tout ça, ça s'efface. On a quasiment oublié les bonnes manières auxquelles elle effectuait. Peut-être que c'est sa manière de catcher qui parle, mais
Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et Hikaru Shida, pareil, elle aussi, ça hype. Pourtant, elle aussi, ça a baissé. Hein. Quasiment, ça a baissé en flèche. Et auquel on veut essayer de mettre sur le devant de la scène. Mais ça prend pas, vu comment elle est plus très intéressante. Pourtant, elle a beau changer de style. Le côté je catch en genre de chemise en fleurs de sakura. euh, en manteau de volure pour mon entrée, toujours avec mon kendo. Mais après, elle aussi, c'est compliqué. On sait même pas si elle est face ou heel. Parce qu'il y a un moment donné, il y avait une blessure avec. Je sais pas si c'était avec Sky Blue, auquel elle s'était blessée au niveau du genou. Je crois que c'était accidenté ou alors heel turn assuré. Mon souvenir sous ce match-là, d'un show hebdomadaire auquel je me fous royalement, m'échappe. Hein. Mais honnêtement, j'ai du mal à comprendre. J'ai clairement du mal à comprendre, c'est ouf. Mais dans le match, certes, les deux femmes, ils ont sorti comme il se devait des prises auxquelles ils ont effectué. Ok, cool. Mais c'est Mercedes qui remporte le match. Hein. C'est pas oufissime. Qu'elle remporte avec son Moneymaker pas très, pas très bien effectué. Faut dire les termes. Son Moneymaker, c'est éclaté. Pourtant, c'est elle qui conserve le titre. Hein. Et tout ce que je peux dire, ben, je suis méchant, mais je n'apprécie pas Mercedes Moné. Je ne l'apprécie pas. C'est c'est assez dur de ma part, oui. Pourtant, j'aimais bien cette catcheuse, hein, mais maintenant, je trouve que je ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Tellement elle m'a fait un peu monter le moutarde par le nez jusqu'au cerveau et auquel, ben, je trouve que son in-ring est pas dingue. Et qu'elle a perdu, elle a vraiment perdu cette vibe qu'elle avait auparavant. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est ma façon de penser, c'est mon avis personnellement, c'est mon avis. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ça. Maintenant, plus que deux matchs après, c'est terminé. Match pour le titre du monde de la AEW, donc le fraîchement couronné Bryan Danielson contre The Scargold, le bouc émissaire Jack Perry. Alors, pourquoi Jack Perry, il a un titre, enfin, il a un match pour le titre du monde. Bah, c'est pour montrer à quel point ce gars, on le déteste. Et pour montrer à quel point c'est un prétentieux qui pense, euh, qui pense tout gagner d'un coup, alors qu'en vérité, il peut pas gagner d'une traite en pré-shot. Je m'égare, mais je vois de cette manière-là. Et qu'on sait que tout seul, bah, il peut pas se débrouiller tout seul. Toujours besoin des EVPs pour lui sauver les fesses. Et bah dans le match, ça va arriver, hein, ça va arriver. Certes, au début, ça a commencé par du Shane Wrestling. Ça allait tranquillou. Jusqu'à après, bah, du Jack Perry qui fait son Jack Perry. Et je crois que la foule avait peut-être scandé le nom CM Punk pour énerver Jack Perry. Je sais que j'ai regardé le show, hein, mais je ne sais pas s'ils avaient chuté à un moment son nom. Parce que j'avais tout vu et auquel je me dis, il y a forcément moyen qu'ils ont chanté son nom. Pour leur faire casser les couilles à la EW et à casser les couilles à Jack Perry. En tout cas, si c'est le cas, ben, j'avais raison. Un petit peu raison. Même si Danielson, bah, certes, il catch mieux que Jack Perry, il tente à chaque fois bah, de kicker la tête pour enfoncer la tête sous les épaules de Jack Perry pour qu'il soit un peu, euh, un peu encombré. Mais à chaque fois, il tente de se sauver et que Jack Perry, en connard qu'il est, ben, il casse le rythme. Il montre à quel point il est supérieur alors qu'en vérité, il ne l'est pas. Euh, il vole la prise de Danielson, donc le Carbulfilation ou le Crabulfilation, auquel ça ne passe pas. Il veut tenter son Ronini au niveau de la tête, mais qui ne passe pas et qui n'a pas la victoire en main. Mais quand c'est Danielson qui fait son comeback auquel il est en feu, et que
Je l'avais peut-être pas dit, mais quand il a fait son entrée, il a fait son entrée sur le titre Final Countdown de Europe, auquel j'aurais dû citer au début, mais je l'ai pas fait vu comment j'étais dans le feu de l'action. Auquel il veut effectuer le kickage, même si l'arbitre est KO et qu'il a un ref bump, et qu'il peut pas réagir. Ça permet au EVP de venir casser les couilles aux gens, de casser l'ambiance, et d'espérer que leur ami remporte le match. Mais il est sauvé par le Blackpool Combat Club, donc The BCC, qui viennent à la rescousse de Danielson et qui chasse les Bucks, auquel ça va laisser seul pendant un moment. L'arbitre prend ses connaissances et que Jack Perry veut tenter une prise, mais il se fait prendre à son propre jeu. Et là, il se fait kicker dans la tête. Même s'il se relève d'un premier et deuxième Renini, la troisième, il va pas s'en relever. Et ce qui m'énerve un petit peu avec Jack Perry, c'est qu'il fait un peu comme Raven, et auquel il veut se laisser sacrifier en disant ouais vas-y, achève-moi, sacrifie-moi, je suis prêt. Donc il fait un Renini et que c'est victoire de Bryan Danielson qui conserve son titre pour le fun. Donc après qu'il a célébré avec les fans qui chantent Yes Yes Yes, Luchasaurus, si je me trompe pas, il arrive et il attaque Danielson. Ça permet à Christian Cage d'essayer d'effectuer son contrat pour devenir champion. Mais au moment où il était prêt à monter dans le ring, le BCC est là pour empêcher qu'il effectue un contrat, enfin qu'il effectue une victoire ou encaissement de manière opportuniste. Donc ça fait fuir The Patriarchy, ou Patriarcat, et que ça laisse Danielson et Blackpool Combat Club célébrer ensemble. Donc John Moxley, qu'on l'avait plus vu depuis quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, avec Marina Shafir, Claudio Castagnoli, Pac et Wheeler Yuta. Au moment de la célébration, Claudio Castagnoli, il lui fait une sévère manchette à l'européenne à la tête de Bryan Danielson qui ne comprend pas ce qui se passe, en disant qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu fais ça? Eh bien, il y a John Moxley qui va s'emparer d'un sac plastique auquel il veut étouffer Bryan Danielson avec. Et du coup, Pac, il retient Wheeler Yuta, que Yuta, il comprenait pas ce qui se passe, il voulait sauver son mentor, mais qu'on l'en empêche, alors qu'il se fait étouffer, il se fait étrangler. Et du coup, vous avez compris, le Blackpool Combat Club, si c'est toujours le cas, avec Moxley, Castagnoli, Pac, effectuer un heel turn. Pour Pac, c'est pas surprenant, pour moi, il a toujours été heel dans l'âme, mais pour Yuta, c'est un face quasiment décidéré, quoi. Mais pour ce qui est Claudio et Moxley, ce sont des heels. Et là, j'aimerais dire, bande d'enculés, Claudio et Moxley. Et que c'est plus pour Moxley que je pourrais le traiter d'enculé, hein, vu comment ce gars-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il n'a plus sa musique d'entrée One Thing, il n'est plus autant acclamé qu'avant. Enfin, certes, il y a toujours des attardés qui scandent son nom, mais vu comment il ne chante plus sous sa musique d'entrée, je me dis, là, ça peut être une action de face et pas une réaction de... Attendez, là je viens de dire l'inverse. Là, c'est une réaction de heel et pas une réaction de face. Donc, excusez-moi si j'ai dû revenir à mes questions, mais là, c'est une action de heel justifiée pour montrer à quel point c'est pas un mec qui cherche à se faire aimer. Ça, c'est ce qu'on attend de lui. Et pas se faire acclamer parce que quand tu es heel et que tu veux te faire acclamer, tu tues la logique. Et malheureusement, avec Moxley, ça s'est arrivé à de nombreuses reprises de casser la logique. Là, forcément, il y a moyen que je déteste Moxley. Hein. Parce que, certes, je n'aime pas comment il devient une parodie de lui-même. Je n'aime pas comment il se comporte de cette manière. Là, c'est dévoué pour ce sujet-là. Après, est-ce qu'il
Est-ce qu'il joue bien son rôle? Il y a des moments non, il y a des moments oui. J'ai rien d'autre à dire, mais ça s'arrête ce segment avec un Danielson en manque d'oxygène qui est transporté au vestiaire avec un masque à oxygène sur lui pour mieux respirer vu comment il a failli être tué en plein match, enfin en plein dans un segment, en plein dans le ring. Donc c'est fort possible qu'on va avoir une rivalité BCC Danielson, c'est fort évident, mais voilà. Maintenant, on passe au main event, et c'est un match en cage, hein, où tout est permis, hein, entre The Eggman, le bourreau, Adam Page, contre The Kaiser du catch, celui qui est chez lui, Swerve Strickland, accompagné par Prince Nana, excusez-moi. Dans ce match-là, je sais pas s'il y en a qui vont l'apprécier ou non. La dernière fois, ça m'avait un tout petit peu déçu lors de Fallout parce que il y avait tellement d'éléments auxquels c'était pas forcément logique, comme ne pas vendre les coups et comme nocell les coups d'agrafe et j'en passe des trucs. Malheureusement, dans ce match-là, c'est ce qui va arriver. Je suis presque sûr qu'ils vont sûrement encore lui mettre un 5 étoiles. C'est fort évident. Je suis prêt à parier. Tellement prêt à parier que ça peut être vrai. Dans le match en cage, on sait que ça peut être très très violent, ça on le sait. Vu comment il y avait du barbelé, des coffres à outils, notamment des agrafes auxquelles ça a été utilisé. Même un parpaing, je pense. Un parpaing pour mieux effectuer des mouvements dessus. Et auquel Swerve va effectuer une prise très dangereuse, auquel la prise a été utilisée par Suicide, le Dakop Killa. Et que je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Ils cherchent à se tuer ou quoi? Mais pourquoi effectuer ça? C'est assez terrible. C'est assez terrible rien qu'à voir la visualité de ce truc. Certes, c'était un combat à mort entre les deux, hein. C'était un combat à mort, mais trop poussé. Et que c'est peut-être une extinction des feux qui est peut-être noté dans le match, mais c'est un peu trop poussé au niveau de violence. Bon après j'exagère, hein, je dis pas c'est le match le plus violent au monde, hein, je n'ai pas dit ça. C'est juste que quand vous faites trop du mal, vous allez vous faire flinguer pour rien. Et que c'est pas intelligent quoi. Bon après, est-ce que j'avais aimé une partie du match? Oui, jusqu'à ce que ça me sort à côté de toute cette violence qu'il peut avoir, notamment Swerve qui perd du sang, Adam Page également. Et à un moment donné, ils vont sortir une agrafeuse auquel ça va faire de l'effet un premier abord sur Swerve, mais au bout d'un moment donné, il va éviter de coopérer avec les agrafeuses qui ne font aucun effet pour essayer d'infliger à Adam Page. Et je crois qu'ils ont même sorti, je sens peut-être un pic à glace pour essayer d'ouvrir le crâne. Même si Swerve a failli de remporter le match, vu comment dans la rivalité Adam Page n'a jamais battu Swerve. Donc il a voulu tenter le coup, mais cette fois-ci, je pense que Swerve s'est un peu trop vu trop beau et qui pensait que c'était victoire assurée sur lui, auquel il s'est trompé complètement parce que ce sera Adam Page qui va le torturer, va s'amuser avec lui, tenter à plusieurs reprises de le défigurer avec un pic à glace, avec une agrafeuse, n'importe quel objet auquel il peut utiliser. Et à un moment donné dans le match, il lui place une chaise autour du cou et il va sortir un truc qui ressemble à une seringue et une aiguille. Et du coup, voilà ce qui arrive quand on utilise des seringues. Et il va faire un peu comme un segment, enfin,
à une image photo que j'avais vue du côté de la 16ZW, auquel il va prendre la seringue, il va le mettre dans la bouche et on va voir l'aiguille qui dépasse de sa joue. Et je me suis dit, oh, c'est dégueulasse! Clairement, c'était dégueulasse. Rien qu'à y penser, j'ai mal pour ma joue, hein. Vu comment la seringue a quasiment transpercé la joue, c'est horrible. C'est quasiment horrible. Et je pense que ça permet à Adam Page de faire le coup de grâce. Je crois que c'est un Birdshot Lariat ou lui planter la tête avec un reverse pile driver, mais auquel c'est lui qui remporte le match. Par KO, hein, vu comment Swerve était trop KO pour répondre, et à tel point qu'il était trop KO, ben, il avait rien d'autre à dire et l'arbitre avait décidé d'arrêter le match et que c'est victoire de Adam Page par KO. Tout simplement. Et voilà comment on se clôture ce segment. Peut-être avec un Adam Page qui était soulagé de se débarrasser de son ennemi. Et à l'instar de Swerve, bien sûr, il a tout fait pour pourrir la vie de Swerve Strickland, un peu comme Swerve avait fait à Adam Page. Et que il a fait un peu son Swerve aussi en allant chez Swerve, enfin dans le genre de baraquement que Prince Nana avait offert à Swerve Strickland, mais pas pour aller voir sa famille, mais plutôt pour cramer le baraquement de Swerve, auquel c'est un cadeau d'amitié de Prince Nana, et auquel il a été sadique de le détruire devant ses yeux. Donc la preuve par là que cette rivalité a pris énormément d'ampleur, peut-être au fil d'un an. Ouais, au fil des ans, on peut dire 1 an ou 2. Non, plus 1 an. Je déconne, hein, plus 1 an. Mais sinon, voilà, j'espère que cette rivalité se conclut ici, parce que je pense que, moi pour ma part, j'avais déjà vu plusieurs fois les matchs auxquels ils se sont affrontés. Je pense que ça s'arrête ici. Clairement. Je pense que ça s'arrête là. Mais au moins, victoire d'Adam Page, et ça se clôture le main event, auquel j'ai rien d'autre à dire. Clairement rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est la fin. Bon, moi j'en ai terminé, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.